Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est le premier numéro du Ziana Best of Week, une nouvelle émission qui vous proposera les meilleurs moments des contenus diffusés sur Ziana TV pendant la semaine. C'est votre séance de rattrapage, 1 heure durant. Régalez-vous. Cap sur Nantes, dans les Pays de la Loire, où nous avons participé à la 5e édition de Casa Palabre, un festival organisé par Casa Africa Nantes. Cette année, le thème était à la confluence des cultures. Durant ce festival, on pouvait participer à toutes les activités, danse, conférences, concerts, cinéma et quelques découvertes culinaires. Malgré les difficultés financières dues, bien sûr, aux collectivités qui restreignent leur budget, Alfred Gambou et son équipe n'ont pas hésité de nous proposer un programme chargé et riche en émotions. On va l'écouter, nous en faire le bilan. Alfred Gambou, voilà, Casa Palabre 2016, ben c'est terminé. Quel bilan? Quel bilan en 2 temps. Oui. Je peux dire que ce festival, cette année, ça s'est organisé dans un contexte à la fois d'actualité nationale et internationale bien compliqué, à la fois aussi l'actualité financière très serrée. Les collectivités qui n'ont pas toutes répondu oui. Au financement de ce festival. Donc j'ai profité de l'occasion de dire déjà grand merci à la ville de Nantes qui nous a soutenus pour ce festival. Qui est toujours là. Qui est toujours là dès le début. C'est la ville de Nantes qui nous soutient. Bon, la région a toujours été là, jusqu'à cette année qui, à la dernière minute, on a reçu le courrier qu'ils n'en veulent pas. Donc, ils n'ont pas voulu nous suivre. Et donc, il n'y a que la ville de Nantes et Nantes Métropole. Nantes Métropole, non. On a demandé au département, donc on n'a pas encore la réponse du département, mais je croise le doigt si le département répondra positivement. Mais aussi une députée qui a répondu favorablement dans le cadre de la réserve parlementaire pour nous aider à faire avancer ce projet. Et je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais si elle a fait bien volontiers, je pense que c'est pas anonyme. Oui, c'est pas anonyme, de toute manière c'est public. Donc bien sûr. C'est Karine Daniel qui nous a aidé avec la réserve parlementaire, une somme, même si c'est pas beaucoup par rapport à... Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Oui. C'est qui, bon, en gros, je peux dire, du point de vue de financement, c'était un peu compliqué par rapport aux autres années. Par rapport aux autres années, d'où on est obligé d'être rigoureux, strict. Les choses ne sont pas faites comme on aimerait les faire. Mais qu'à cela ne tienne, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la manifestation en tant que telle, elle s'est très bien déroulée. Alors, je peux quand même juste ajouter que malgré le peu de moyens, ça a toujours été aussi riche. Ah oui, ça, c'est ça qui est un peu surprenant. Oui, effectivement, une programmation très riche, parce que depuis le début jusqu'à la fin, on voit quand même qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Effectivement, ça, de ce côté, on a toujours essayé de faire avec le peu qu'on a, essayé de faire quelque chose de bien, de beau, d'intelligent. Et c'est ça qui structure notre philosophie. On essaie de se donner le meilleur de nous-mêmes pour présenter au public nantais et ligérien, Pays de la Loire, oui. Un projet, un festival où tout le monde peut trouver sa part. Voilà, tout le monde trouve sa part. Déjà, on commence à s'ouvrir à l'université. Oui, déjà, on est là sur un moment de réflexion très important. C'est pour la première fois que l'université de Nantes nous a ouvert ses portes, qui nous a accueillis à l'Amphi 3, à bâtiment La Sensive, donc en partenariat avec le laboratoire d'Ukraine, centre de recherche en éducation de Nantes, qui nous a ouvert ses portes. Pour la première fois que l'Institut d'études avancées, on a eu ce partenariat, ils nous ont aidé à faire venir le professeur Doulaye Konaté du Mali. Sinon, ça nous aurait coûté cher de payer le billet du Mali jusqu'ici. Oui. Donc ça, c'est l'Institut d'études avancées qui l'a fait. Et donc, c'est pour moi, c'est quelque chose de progrès, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on progresse par rapport au début. Aujourd'hui, les institutions, notamment universitaires, comprennent tout l'intérêt de ce festival. Ah oui, ça donne tout en quelque sorte, même s'il y a des difficultés, mais l'envie de poursuivre avec ce projet. Parce que quand l'université de Nantes, c'est pas rien. Oui. L'Institut d'études avancées, c'est pas rien. C'est
pas n'importe quelle association qui arrive à signer des partenariats ou des collaborations, travailler avec ces institutions. Donc, si ces institutions reconnaissent aujourd'hui ce que nous faisons et acceptent de travailler ensemble, ça en dit quelque chose. Pour nous, c'est une fierté. Voilà. Alors, une fierté déjà par rapport à l'université qui vous accueille, mais il y a aussi des doctorants qui sont intervenus présenter en fait leurs travaux en matière d'éducation par rapport à... Ah oui, ça vraiment, vous imaginez des doctorants qui demain vont soutenir leur thèse, des professeurs d'université, des collègues chercheurs à l'université de Nantes qui sont venus présenter leurs travaux, qui sont venus débattre au cours de ce festival. Et on a fait venir un professeur, un enseignant-chercheur de l'Université libre de Bruxelles. Je dis au passage merci au docteur Majid Golpour, qui est sociologue, qui connaît bien l'histoire du monde arabo-musulman, puisque lui-même il est d'origine iranienne, qui nous a présenté une réflexion très intéressante le 5 novembre à la salle des habitants et des citoyens de Laurier, en présence de représentants de la ville, Gidas, je pense à Gidas, je pense à André, je pense à Alassane, qui étaient présents ce jour-là, représentants de la ville, et avec une qualité de réflexion, et le public était là. Et donc, voyez-vous, l'Université de Nantes, l'Institut d'études avancées, l'Université permanente et maintenant l'Université libre de Bruxelles. Oui. Pour moi, vraiment, c'est Casapalab 2016, 5e édition. En fait, on monte... Voilà. Une marche par marche. Oui, on monte marche par marche, on sent bien le monde universitaire, mais aussi le monde littéraire. Donc le 5 novembre aussi, vous parlez du 5 novembre, c'était là, en fait, la découverte des belles lettres. Effectivement, des belles lettres. Le 11 novembre, tu sais, le plateau, sur les 5 intervenants, il y a eu 4 hommes et femmes de lettres, excepté le professeur Idatili qui est historien politologue, mais les 4 autres intervenants, c'était des hommes et des femmes de lettres. Alors, donc on a fait rentrer la littérature dans... Puisqu'on signale aussi, aujourd'hui, en fait, les conférences sur les identités culturelles et plurielles, toujours, en fait, c'est un moment de réflexion. C'est-à-dire, chaque jour, il y a toujours un moment de réflexion, avant qu'on ne passe à la détente, à la poésie, à l'art dans le sens de la musique, dans le sens dans tous les sens. Dans tout le sens. Sur les rites de la naissance, autour de la question de la naissance, une réflexion très intéressante avec à la fois des sages-femmes, des personnes qui ont vécu ces questions de naissance, et les personnels soignants qui étaient là, on a échangé. Alors, en dehors de la pensée, on a parlé en fait des moments aussi consacrés tout petits, puisqu'on l'a vu le 11 septembre, ce conte en fait par Jacques et Simon. Là aussi, on voit très bien que Casapalab, c'est pas seulement aux sachants et aux grands, mais aussi une pensée aux tout petits qui retrouvent en fait cet espace. Et on voit très bien, grâce aux images de Nokokumunga Koso, ces familles en fait qui étaient là aussi nombreuses avec des enfants. La salle était remplie, bien pleine, et les gens ont applaudi. Il y a des gens même qui sont revenus me voir, le public. Ils disaient mais c'était magnifique. Si vous avez le temps, voyez-vous, il y a un livret d'or là qu'on laisse. Tout à fait. Et si vous lisez, moi j'ai eu le temps de le lire ce matin. C'est le message du public qu'ils ont laissé là. C'est magnifique. Je vous invite vraiment peut-être à capter. C'est le public. Ça nous fait vraiment énormément plaisir de voir les gens qui participent, qui disent ah oui, moi je viens de découvrir ce festival. Et je viens d'envoyer un message. Je viens de découvrir ce festival. Ça me fait plaisir de revenir. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Cette semaine, j'ai fait aussi l'occasion de fêter 2 anniversaires. Celui de la mort de Yabékol Bernard Kolela, qui nous a quittés le 13 novembre 2009. Ses proches ont organisé une messe en l'église Saint-Pierre-Claver de Bakongo, à laquelle a participé quasiment la totalité des personnalités politiques issues de l'opposition congolaise. Ce fut aussi l'occasion le 15 novembre de fêter les 85 ans de Pascal Lissouba, fondateur de l'UPADES. Bédel Baouna est venu sur notre plateau en parler de ses anniversaires, sans oublier bien sûr Monsieur Didier Mawel, coordonnateur UPADES France, qui est venu sur le plateau de Zana TV souhaiter un bon anniversaire au président de son parti, Pascal Lissouba. Bédel Baouna, il y a des anniversaires, puisque vous êtes quand même friand d'anniversaire. Ici, on vous a déjà souhaité votre anniversaire. Alors, cette année, c'est des anniversaires un peu bizarres, mais enfin, il faut quand même le dire. Il y a notre très cher père Bernard Kolela, qui nous avait quitté un 13 novembre, et le professeur, l'un des rares professeurs qu'on a eu au Congo, Pascal Lissouba, lui aussi, va fêter son anniversaire. Lui est encore vivant, bien sûr, va fêter son anniversaire, 85 ans. Alors, Bédel Baouna, quel héritage de ces deux
L'un est encore là, il peut encore se justifier sans doute. L'autre n'est plus là, mais on voit ses fils opérer aujourd'hui en son nom et hériter de son parti. Mais c'est à moi que vous me posez cette question. C'est à moi que vous le demandez. Puisque vous avez souvent parlé des Kolela ici, alors. Vous connaissez bien les enfants de Kolela, non? C'est à eux de répondre sur l'héritage, si tant est qu'il y ait eu un héritage politique de M. Kolela. On ne parle pas de l'héritage matériel, mais de l'héritage politique. Donc poser la question... Mais c'est pas possible, M. Makos. Mais poser la question à ses enfants. Il y a Parfait Kolela, il y a Landry Kolela, il y a Théodorine Kolela, il y a Eloma Mpouya, il y a Paulé Makaya. Posez-leur la question, qu'ont-ils fait de l'héritage de Kolela, si tant est qu'il y ait eu un héritage? C'est pas moi. Le pôle souffre en ce moment. Qu'aurait pensé Kolela? Allez leur poser la question, vous êtes journaliste. Pourquoi voulez-vous que moi je réponde à leur place? Non, c'est à eux d'en parler. Quant à M. Lusouba, je me souviens de cette phrase qu'il avait balancée, que je ferai du Congo une petite Suisse. Il a permis à Sassou de revenir. Il est allé enfumer les gens. Donc voilà, donc qu'il reste dans son coin. Jamais, non, pas du tout. Moi, chez moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ont contribué au chaos actuel du Congo. Donc, je ne peux pas leur souhaiter un joyeux anniversaire. Pascal Lissouba, qui va fêter ses 85 ans ce 15 novembre. Nos félicitations et un joyeux anniversaire au président Pascal Lissouba. Président parce que c'est le président constitutionnel du Congo, mais c'est aussi le président de l'UPADES. Le président de l'UPADES, nous sommes toujours fiers de lui. Nous sommes fiers de ses idées. Nous sommes fiers de ses projets qui ont malheureusement été arrêtés d'un coup par l'infâme, l'inique coup d'État de M. Sassou Nguesso. Mais nous disons toujours, vive le président Pascal Lissouba. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole, c'est un homme d'idées. Il allait toujours de l'avant. Aujourd'hui, il est peut-être un peu fatigué, alors on a pris l'habitude de dire la santé de son âge. Oui, il a la santé de son âge, mais surtout, c'est un homme qui n'a pas arrêté d'avoir des idées, même dans les grandes difficultés de santé où il se trouve. Président, joyeux anniversaire. Restez encore longtemps avec nous. Retrouvons une fois de plus, mesdames, messieurs, l'indomptable Bédel Baouna qui a été égal à lui-même dans le dernier numéro de Décryptage. Et gratignons au passage Denis Sassou Nguesso sur sa sortie concernant la non-crise du pool, mais il a aussi chanté le requiem des lettres congolaises au moment où Paris honorait deux auteurs venus du Maghreb pour les prix Goncourt et Renaudot. Des véritables moments de télévision. Pour une fois, M. Makosso, je vais vous surprendre. Et pour cause. Oui, pour une fois, je ne suis pas en désaccord avec M. Sassou. Ça, non. Parce que lui-même, il en sera content, parce que d'ordinaire, tel que vous les gratillez, aujourd'hui, vous n'êtes pas en désaccord. Non. C'est déjà un bon signe, et tous les Sassouistes qui nous suivent devraient commencer à sourire. Non. Sassou n'a pas tort de dire que dans le pôle, il n'y a pas de crise. Et d'ailleurs, je vais y arriver. C'est une crise, mais des Baouna. Je vais y arriver. Oui, allez-y. Calmez-vous. Depuis que vous allez à Nantes, vous devenez un peu tous les week-ends Nantes, Paris. Vous commencez à vous déconnecter de la réalité. Non, attendez. Allez-y. Pour une fois. Vous savez, sans vouloir rentrer dans une analyse grammaticale, cette phrase-là, elle est en fonction secondaire, accessoire. Pour moi, virgule, il n'y a pas de crise dans le pôle. Dixit, M. Sassou. Cette phrase, quand il s'agit de l'analyser grammaticalement, elle est en fonction secondaire, accessoire. Comprenne qui pourra. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et c'est là où le bas blesse. Et là où le bas blesse encore, c'est que dire qu'il n'y a pas de crise dans le pôle, c'est un jugement de valeur. Et vous connaissez bien mon aversion pour les jugements de valeur. Et d'ailleurs, c'est l'ami Vivien Manongou qui a traité cette phrase, qui a qualifié cette phrase d'insensée sur son compte Facebook. Monsieur Sassou aurait dû continuer la phrase. Il aurait dit non, pour moi,
Il n'y a pas de crise dans le pool. Mais en revanche, il y a le chaos. L'apocalypse. L'apocalypse. Donc c'est pire que... Exactement. Pour un président de la République, il doit savoir choisir ses mots. Mais je le comprends, puisque c'est lui qui est le pompier pyromane, donc il est obligé d'employer des syntagmes frileux, des euphémismes de la litote, Monsieur Sassou. Non, il faut employer des hyperboles. Il faut constater, c'est Mao Tse-tung qui disait, le jour où je deviendrai président de la République, la première mesure qui me concernerait serait de comprendre d'abord le sens des mots. Oui, le sens des mots. Non, dans le pool, il n'y a pas de crise. Mais en revanche, il y a le chaos. Et d'ailleurs, c'est son ami, Mathias Nzon, qui lui a demandé sur RFI, je l'ai suivi d'ailleurs ce matin. Son ami, Bédel Baouna, Mathias Nzon, c'est son ami. C'était un opposant. J'ai connu en 1993, j'ai rencontré Mathias Nzon pour la première fois à Paris. Il revenait du boulevard Magenta, il s'activait. Mathias Nzon, elle est des artisans du retour au pouvoir de M. Sassou. C'est son ami. Aujourd'hui, ça n'empêche pas le premier opposant à Sassou. Mais attendez, mais arrêtez d'aller à Nantes. Oh là, mais c'est pas... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Mathias Nzon, opposant. Bon, enfin, oui, c'est un opposant, mais du pouvoir. Pas un opposant au pouvoir, nuance. Voilà. C'est Mathias Nzon qui lui rappelle de retirer ses mercenaires et ses miliciens dans le pool. C'est pas moi qui le dis, c'est Mathias Nzon. Donc lui, il est au Congo, lui c'est son ami. Donc c'est qu'il a bien vu qu'il y a des mercenaires dans le pool et des miliciens. C'est Mathias Nzon qui le lui demande, pas moi. Nous avons proposé au gouvernement de retirer toutes ses forces, de retirer les militaires du pool, de retirer les milices du pool, de retirer les mercenaires du pool, pour voir si réellement Toumi a quelque chose à revendiquer et attaque le pays. En ce moment-là, ce sera très clair. C'est pas moi, je suis pas au Congo, je suis à Paris. Donc cela signifie qu'il y a des miliciens, des mercenaires qui tuent, qui pillent, qui mettent le pool dans un état apocalyptique. Non, il n'y a pas de crise dans le pool. Il n'y a pas de crise. Il y a le chaos. Donc un tsunami. Peut-être pas tsunami, voilà, c'est un mot éloigné. Voilà, on est. Donc, M. Sassou, et si vous l'avez suivi, il a été martial. Je demande aux dirigeants du pôle, mais comment... Aux dirigeants, au cadre du pôle, aux dirigeants, parce que... Mais comment un président de la République peut-il parler ainsi? Je demande aux dirigeants du pôle de se mettre avec le président. Il est à la recherche de la légitimité. Aux dirigeants, je ne suis pas de mauvaise foi, je l'ai bien écouté, attendez. Mais vous l'avez balancé sur Zena TV. Vous avez balancé l'extrait sur Zena TV. Oui, on va l'écouter. Oui. Appel aux populations du pôle, aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, que nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Et le programme que le président a annoncé pour le peuple va être réalisé. Alors c'est cet appel que je lance aux populations du pôle, au lieu de fuir, d'avoir peur, aux dirigeants politiques. Ils ne peuvent pas jouer double jeu. Ils ne peuvent pas jouer double jeu. Ils doivent prendre position clairement. Ils se mettent avec le président et les populations. On isole tout, on le recherche. Je demande au cadre du pôle et à la profession du pôle d'arrêter de jouer le double jeu. Mais il y a un procès, on l'amènera en justice, il va répondre. Chercher Toumi. Pour moi, il n'y a pas de tuer, mais on va l'arrêter et il sera jugé. Est-ce que M. Sassou est-il sûr que si les cadres, les supposés, ou bien entre guillemets, cadres du pôle, le rejoignaient, donc les Mfouba, les autres, oui. Pas les opposants, est-ce que pour autant le chaos dans le pôle s'arrêtera? Est-ce que pour autant il capturera Ntoumi? On ne me fera pas croire à moi, Bédel Baouna, que M. Sassou est incapable de capturer M. Ntoumi. Non, la preuve, c'est un mensonge. Mais attendez, mais avec l'aide à la population. Mais il ne demande pas de. Mais c'est une farce. On revient dans la comédie là. Mais c'est une farce. Mais ce monsieur, je vous ai dit, c'est un serpent, M. Sassou. Ça, c'est la com. Mais une com calamiteuse artisanale. Non. Monsieur Sassou n'est pas incapable. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parle une litote? Monsieur Sassou est en mesure aujourd'hui, en 5 minutes, de capturer Ntoumi. Il a été capturé le Honga qui était de fortes têtes par rapport à Ntoumi. Mais maintenant, c'est Ntoumi qu'il... À l'époque de Honga, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait mais pas Internet, mais il avait vite fait de téléphoner à son ami Jacques Chirac, non? Pour envoyer, c'est pas des militaires au Gabon pour aller capturer. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Donc, on me fera croire aujourd'hui que Ntoumi est invisible.
Alors, que Ntoumi échappe à Sassou? Non. La raison est ailleurs. La raison est politique. C'est la recherche de la légitimité. Il veut que le pôle le soutienne. Comme pour lui, le pôle, c'est une région qui se met toujours à l'écart. Donc, il faut punir le pôle. Et quand il aura fini de punir le pôle, là, il pourra revenir à la table de négociation. Il ne dit pas d'aller tuer Ntoumi. Il dit le capturer, on va le traduire en justice. Laquelle justice est rendue en son nom, à lui, et non au nom des principes démocratiques ou de l'État. Non. Donc là, maintenant, le discours a changé. Oui. On dit qu'il faut capturer. Donc, on est passé de terrorisme, terrorisme à bondi. C'est ce qu'il a dit, le mot bondi. Le président, de sa grandeur, n'a pas traité... Dans sa grandeur. Bédel Baona, je pense que c'est le président de la République, il n'a pas traité Ntoumi de terroriste. Ah non. Il prend quand même, ça dit qu'il... Mais les ministres qui s'exprimaient, mais les éléments de langage qu'employaient les Thierry Mongala, les Pierre Mabiala. Bien sûr, tous ces gens que vous connaissez très bien, Bédel Baona. Moi, je sais ça, mon œil, oui. Vous connaissez-le. Oui, c'est ça. Tous vos amis ont quand même changé le langage martial, alors que Denis Sassou Nguesso est un langage apaisé. Mais cela participe toujours de cette quête de légitimité. Sassou avait voulu mettre en place une stratégie. Traiter Ntoumi de terroriste. Et pour attirer l'attention de la communauté internationale, pour être invité dans les sommets sur le terrorisme. Pour les prix Goncourt et Renaudot, déjà, Bédel Baona, votre sentiment en tant que critique littéraire, vous qui aimez les belles lettres. Ah oui, je savais que le prix Goncourt ou bien le prix Renaudot allait revenir forcément à un écrivain d'origine maghrébine. Moi, je vous avais proposé ici de lire Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Kadra. C'est vrai. Maintenant, je n'avais pas lu Chanson douce. Et je l'ai lu le jour où Madame Slimani, Leïla, a eu le prix Goncourt. Un livre atroce, mais bien écrit. Un déluge vraiment de propositions indépendantes, claires, les livres comme on aime. Et d'ailleurs, le roman commence par Le bébé est mort. C'est l'histoire d'une nourrice, nounou, qui tue les bébés, dont elle a la charge. Mais après, le développement, c'est la littérature. Et puis, il y a le prix Renaudot de reçu par Madame Yasmina Reza pour son Babylone. Un chef-d'œuvre. Bon, j'aurais aussi préféré que Yasmina Kadra avec Dieu n'habite pas la Havane, parce que c'était mon coup de cœur de cette dernière rentrée littéraire. Aussi, en tout cas, c'est la victoire des lettres maghrébines. Juste africaine d'une manière générale. Et d'une africaine, juste préféré qu'il y ait eu aussi un Congolais. Enfin, mais là, au Congo, on a quand même Arin Djambo qui aurait pu prétendre à un prix sur le Renaudot, le Goncourt. Je ne sais pas pourquoi vous citez que le Renaudot. Mais il y a des écrivains. Attendez, mais il y a aussi Madame Dougaga qui écrit, non? Attendez, mais il y a Madame Dougaga qui écrit. Monsieur Arin Djambo a une expérience littéraire qui dépasse celle de Madame Dougaga. Mais pourquoi vous concentrez-vous sur lui? Je me concentre sur lui. Mais posez-lui la question. Il écrivait un roman. Attendez, si vous permettez. Déjà, il est édité aux éditions Yémar, donc ce qui est une grande maison éditrice congolaise, et ensuite il est le patron de l'UNEA. Bon, déjà pour avoir le prix Goncourt, il faut qu'il soit édité en France. Bon, déjà, je vais vous dire, vous savez, les lettres congolaises sont en panne depuis que les patrons sont partis. Depuis que Tchekaya Utomsi, mais les lettres congolaises sont en panne. Il n'y a que 3 qui écrivent. Lesquels? Tchekaya Utomsi, Alema Bankou, un romancier, Wilfried Nsonde et Dongala. À part eux, il n'y a plus personne. Attendez. Une fois de plus. Attendez, souffrez. Attendez, je vous parle des romanciers confirmés et non des bricoleurs, monsieur Makosso. Vous savez, je dis bien à mon ami et homonyme. Attendez. Je vous dis à mon ami et homonyme, Bédel et Yenge. Je lui dis, mais tu te concentres sur la flévitude. Mais au Congo, il n'y a pas que le fleuve. Il y a aussi la Lima. Donc, ils peuvent aussi écrire sur la limatude. Ou bien à Pointe-Noire, il y a l'océan. Ils peuvent écrire sur l'océanitude. Ou bien l'oubagitude. Si vous vous concentrez sur le fleuve, seulement la flévitude, vous n'écrirez jamais de roman. Et vous viendrez nous enfumer. Donc, voilà. Donc, les lettres, vous savez, ce sont les éditions à compte d'auteurs qui ont plombé les lettres surtout en Afrique. L'Harmattan écrit, publie tout et n'importe quoi. Et il suffit d'avoir 1500 €, tu écris un texte, c'est un bidon. Allez, hop, tu balances chez un éditeur à compte d'auteur. Moi-même, j'écris. J'ai au moins 8 manuscrits à mon actif chez moi.
depuis 10 ans. Je n'ai jamais publié. Mais parce que, ça va pas. Si vous saviez, j'ai fait publier, bon, sans prétention, j'ai fait publier quelqu'un chez Flammarion. Oui. Voilà, c'est par mon réseau. Donc, c'est pas l'éditeur qui me manque. Mais parce que j'estime que je suis rigoureux, mais je ne peux pas. Mais il soit aimé. Mais pourquoi vous concentrez sur ça? Vous mettre en difficulté? Non, pas du tout. J'ai pas envie d'en parler. Parler de Meyenge, de Liski Yindou, de Lontinti Binda, ce sont les écrivains du fleuve-tude ou de la fleuve-tude. Oui. Mais ils doivent aussi écrire sur la limatude, sur l'océanitude, à point noir là-bas. Sur le Dibodiotude. Parce que les gens pensent que le Congo, ça se joue au fleuve. Non. Et d'ailleurs, ça me rappelle, chez nous à Makele, là-bas, dans les années 80, il y avait un orchestre chez Tostao, à Météo, qui s'appelait Ebalembongi. Un chanteur qui venait souvent, qui venait de mon quartier, et il compose une chanson. Nazali Kolukayo, Nakena Ponton, Namoni la mer, Nazongina Congo, Namoni le fleuve. Donc pour lui, le Congo, donc le Poupette Noir et le Congo, ce sont deux contrées différentes. Non, Nakena Ponton, Namoni la mer, Nazongina Congo, Namoni le fleuve. Mais non, Ponton, c'est le Congo. Donc il faut aussi écrire sur l'océanitude, sur la limatude, sur la songanitude, sur l'oubongitude, et non sur le bon la fleuve. C'est avec ça. Franchement, moi, mon médecin m'a interdit récemment de lire des bricoles. Il m'a dit, Monsieur Baouna, vous risquez de tomber malade en continuant en lisant ce genre de livres. Donc, on m'envoie des livres, moi. Je ne les lis plus. Des phrases tortueuses qui va, elle a mangé ceci, hier il y a sans anaphore co-référentiel. C'est ça qui fait les lettres, sans locus terribilis, sans variation stylistique. C'est ça, c'est simple. Écrire, c'est simple. Voilà. Monsieur Makosso est beau. Et voilà. Vous enchaînez. Mais rien au Congolais. Donc, ne me parlez pas des lettres congolaises. Les patrons sont partis. Tchikaya Tomsi, qui demeure le boss, n'est plus. Sonny Laptonsi n'est plus. Sylvain Bemba n'est plus. Les lettres, ils ont sonné la mort de la disparition de ces grands messieurs a sonné aussi le glas des lettres congolaises. Il ne reste que 3 écrivains, 3 romanciers qui pourraient prétendre au prix Goncourt. Ça, c'est votre opinion. Vous vous direz jugement de valeur. Oui, je dis pas jugement de valeur. Moi, ne m'embêtez plus avec les livres que vous m'envoyez parce que ça abîme ma vue. Voilà. Je ne vous embête pas. Non. Vous reconnaissez quand même que l'UNEAC. Donc, mais pourquoi revenez-vous à ce sujet-là? Je veux dire que ça, c'est la grande famille de la littérature congolaise aujourd'hui. Mais vous êtes terrible, vous. Il y a une famille des littéraires au Congo, laquelle? Il y a des critiques littéraires auxquelles on donne 1 million. Tiens, écris un article sur moi, on donne 1 million de francs CFA, on écrit un article complaisant, sans critique acérée. La critique littéraire, c'est d'abord, on ne peut pas écrire un article sur un roman ou bien une pièce de théâtre, sans un mot sur la construction, la structure, le style, l'architecture. C'est tout ça. Au Congo, il n'y en a pas, il n'y a que des articles. Bientôt, vous allez me parler de PA, c'est ça? Enfin, non, mais alors. Je ne vous parle pas du PA, je vous parle d'abord de celui qui gère les écrivains congolais, M. Henri Nzombo, et puis le grand critique de théâtre, le professeur Mjouzi. Mais vous savez, on peut diriger une institution ou bien voir même un ministère de l'éducation sans forcément être professeur ou bien sortir de l'éducation nationale. On a bien vu que la fédération congolaise, je crois, ou bien une fédération quelque part de football, c'est une femme qui a été élue. C'est une femme. On ne me dira pas que cette femme a été un grand joueur de football. Non, pas du tout. Donc c'est comme quelqu'un qui peut être président des musiciens congolais ou des écrivains congolais sans être écrivain. Pourquoi vous vous attardez sur ce sujet et des sujets beaucoup plus graves? C'est pas possible. Cette semaine, nous avons reçu M. Didier Mawel pour un entretien du jour exceptionnel. Il est rentré de Dolisie où il a participé durant l'été au Conseil national de l'UPADS post-élection présidentielle. Dans un climat de vive tension, les participants ont renouvelé à M. Pascal Tchati Mabiala toute la confiance nécessaire pour lui permettre de continuer à diriger l'UPADS alors qu'il a été vivement critiqué après avoir reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, l'UPADS vise-t-elle le fauteuil du chef de file de l'opposition comme le propose le pouvoir de Brazzaville? Puisqu'il voudrait désormais régenter toute l'opposition? C'est la question à laquelle Didier Mawel a bien voulu répondre.
Il y a eu deux motions en fait lors de ce Conseil national. La première motion, c'est celle de fidélité au président fondateur de l'UPADES, le professeur Pascal Lissouba. Vous l'avez évoqué à l'entrée en fait de cet entretien. Bon, joyeux anniversaire encore, président. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous vous restons fidèles et nous l'avons dit au Conseil national. C'est ce qui est dit. Alors maintenant, il y a une motion qui, sans doute, dans la moiteur de Dolisie, a dû sans doute poser problème, je ne sais pas, vous me direz. C'est celle concernant la confiance au camarade Pascal Tiatima Biala, premier secrétaire de l'UPADES. Alors là, Didier Mawel, je pense quand même qu'il y a eu débat parce que M. Tiatima Biala n'arrivait pas là comme un ange. Il avait quand même des casseroles, même si vous parlez de campagne de dénigrement, de diabolisation. Oui. Mais enfin, tout cela avait quand même des éléments sur lesquels on s'appuyait pour qu'il soit comme ça accusé, même ses propres camarades. Certains ici, comme Benoît Koukébéné, ont dit qu'il n'avait plus le droit, ni même la légitimité de présider aux destinées de l'UPADES en tant que premier secrétaire de l'UPADES. Comment est-ce que vous avez discuté cette motion, qu'elle soit votée, vous me direz sans doute à l'unanimité. Comment ça s'est passé? Alors, il faudrait peut-être lire les considérants. Oui, mais enfin, on ne va pas revenir sur tous les considérants, mais bon, on a bien compris qu'aujourd'hui, vous l'avez blanchi, il faut le dire ainsi, hein, c'est maintenant un homme neuf, vierge, qui n'a rien fait, à qui on l'accuse en tort, qui est diabolisé. À ce moment-là, je veux juste d'abord comprendre déjà le contexte dans lequel vous avez... Je vais commencer par vous dire que c'est un être humain. Donc, oui, oui. Avec toutes ses faiblesses. Avec les faiblesses que pourrait avoir un homme éventuellement. Mais quand cet homme est capable d'écouter, quand cet homme est capable de dire « Oui, vous avez voulu que l'on fasse ceci, on va le faire ». Vous savez très bien que là, il a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. On a vu triomphalement accueilli un peu partout. Absolument. Bien organisé, bien orchestré. Et vous voulez que moi, Mawel, je puisse virer cet homme qui a accueilli triomphalement? Ah ben écoutez, tout ça, ça se prépare. Aujourd'hui, vous prenez Sassou Nguesso, vous l'amenez dans le pool, vous verrez aussi que les gens vont l'accueillir triomphalement. Avec une différence, Sassou Nguesso va distribuer des billets de 5 000, de 2 000, 2 000. Il va distribuer des t-shirts. Nous, on ne distribue rien. Et pourtant, les gens étaient habillés aux couleurs de l'UPADES. Donc, achetaient-ils eux-mêmes leurs t-shirts et leurs pannes? Ou bien c'est le parti qui a offert? Non, le parti a vendu des t-shirts depuis très longtemps. Le parti a vendu des pannes depuis longtemps. Chacun a acheté son panne, a fait construire a fait coudre sa chemise, sa veste, enfin, tout ce que vous avez pu voir sur ces vidéos ou ces photos, eh ben, c'est le militant qui a payé. Le militant qui a payé de sa poche. Il n'y a pas eu une distribution orbi et orbi de pannes et de t-shirts. Ce qui nous rend complètement différents de monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc là, on comprend bien par cette motion que Tiatima Biala est lavé de tout soupçon, parce que les choses sont claires ici. Non, là, cela veut dire que, vous savez, un conseil national, alors, vu d'ici, c'est peut-être quelque chose d'assez abstrait. C'est vrai, c'est vrai. Mais vu du pays, on va prendre une région comme ça, la Sangha. On va prendre une région comme ça, la Sangha par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Les cellules se réunissent, les sections se réunissent, les fédérations se réunissent et la coordination rend les vœux de toutes ces personnes. Oui, il y a un travail qui est préparé au niveau du secrétariat national, mais le militant de base a participé. Et si vous voyez que le climat est celui de garder le camarade Pascal Tiatima Biala, eh ben, vous aurez beaucoup de mal si vous venez dire qu'on fait le contraire. Donc vous venez au Conseil national,
avec ce que le peuple a dit, en tout cas les militants. Et ce qui est marqué là ne vient pas d'une seule région. Il y a des considérants qui ne sont pas là, qui n'ont pas été retenus, mais les considérants ont été pris dans les différentes régions. Moi, je dis toujours région, préfecture, département. Département, voilà. Hein. Et donc, ces considérants-là ne viennent pas spécifiquement du Conseil national. D'ailleurs, cette motion de confiance au camarade Pascal Satima-Biala n'était pas à l'ordre du jour au départ. Ce sont les représentants des différents départements qui ont dit il faut qu'on le fasse. Et on l'a fait. Et le Conseil national l'a adopté. À l'unanimité. À l'unanimité. Voilà, on a bien compris, Didier Mawel, que c'était un moment important pour la vie du parti. Aujourd'hui, le parti a repris du souffle, hein, puisqu'on a vu, vous l'avez évoqué, Satima-Biala faire le tour du Congo pour revoir. Il n'a pas fini, il va continuer. Et surtout, continuer à ressouder cette famille de l'UPADS. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on dirait en fait, vous qui avez été, on l'avait évoqué, qu'est-ce qu'on dirait en fait de ce Conseil national? C'était le Conseil de l'unité, de la réconciliation, désormais tout va bien, on peut repartir et se préparer pour les législatives. De la cohésion. Hein? C'est le Conseil national de la cohésion. Et la cohésion n'était pas suffisante. Il fallait autre chose. Ah oui, parce que vous allez parler de cohésion là où il y a besoin d'autre chose. On a besoin de l'unité. Pourquoi dire ça en deux mots? Unité, cohésion. Mais on a aussi besoin de la discipline. Attention, la discipline ne vise pas que les tout petits. Dit là-dedans, elle vise aussi les grands qui doivent, parce que les textes le leur demandent, consulter ceux qu'ils doivent consulter. Ça fait partie de cette discipline. Donc, unité, cohésion, discipline. L'objectif étant de consolider les positions du parti. Voilà, très belle conclusion, M. Mawel. On va passer à l'actualité. Alors, le dernier Conseil des ministres, en fait, a consacré un principe, selon la Constitution, de pouvoir désormais avoir un chef de file de l'opposition politique. C'est ainsi que cela est formulé par rapport au projet de loi qui a été proposé par M. Mboulou. Déjà, je veux revenir sur Satima-Biala parce qu'aujourd'hui, il a été, notamment parmi les accusations qui ont été portées contre lui, sur le pouvoir demain, grâce à ce jeu avec cette constitution de M. Sassou et ces articles qui plus ou moins arrangent les choses, de pouvoir récupérer en fait la tête de l'opposition politique et républicaine telle que c'est formulé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui déjà ce type de disposition est nécessaire pour arriver à rendre cohérente l'action de l'opposition politique congolaise? Alors déjà, face à une décision du gouvernement, et tant que ce gouvernement est là, présent, nous n'en pouvons, mais ils ont dit que c'est comme cela, et c'est la constitution donc, de M. Sassou qui le dit. Ils ont fait le texte qui va. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais ils ne sont pas forcément cohérents avec les desiderata du peuple congolais, les desiderata de la classe politique congolaise. Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui consiste à dire on va payer quelqu'un pour être le chef des autres. Pour être le chef des autres. Non. Ce n'est absolument pas du tout sérieux. Mais si l'on considère que nous avons été à l'élection présidentielle sous la constitution de Macha, oui. Eh ben, c'est constitutionnel, malheureusement. Donc vous respecterez à ce moment-là. Alors, dans les critères, Didier Mawel, parce que c'est très important, on a déjà évoqué avec vous cette idée, cette projection de l'UPADS par rapport aux législatives.
Or, dans les critères pour désigner en fait ce chef de file, ben, c'est celui qui aura le plus de députés après la majorité pour occuper cette place. Or, l'UPADES est déjà en bataille quasiment le lendemain de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes en position, puisque Tchati Mabiala qui fait le tour du Congo là aussi, c'est pour mobiliser les populations et peut-être de ramener le plus grand nombre de députés, ce qui signifierait que lui devrait ou pourrait en fait devenir le chef de file de l'opposition politique. Non, monsieur Sirmakosso, je vous ai dit que nous voulons consolider les positions du parti. Ah, mais parmi les positions, vous voulez aussi avoir un peu plus de députés que maintenant, à ce que je sache. Donc si vous avez plus de députés par rapport à cette disposition, ben, Tchati Mabiala serait de facto le chef de file de l'opposition politique. Nous avons un principe. Nous ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc vous ne voulez pas avoir autant de députés que vous pourriez espérer en fait. Si. Ben, écoutez, mais c'est plus ou moins logique, les choses sont plus ou Nous moins claires maintenant. Nous n'avons Si- pas l'habitude Oui. de faire la politique de la chaise vide en ce qui concerne Les législatives. Oui. notamment, et les locales, pour une raison toute simple. Comment le parti vivrait-il? Nous n'avons pas chez nous des gens nantis Alors, qui vont financer le parti. Didier Manuel, je pense que Le là, financement de notre parti se vous fait- bottez en touche, Didier Non, Manuel. non, Mais si je- vous bottez je en suis touche, en train alors, de vous on répondre. va aller concrètement. Combien de députés UPADES aujourd'hui? Nous en avons 7. MCDDI combien? 7. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, si on reste dans la projection, je pense que pour la prochaine mandature, vous aurez besoin d'avoir un peu plus. Et si vous avez ce plus-là, de facto, ce que je dis juste, de facto, vous prendrez la tête. La même question, je la poserai Mais à Parfait Kolela, mais aujourd'hui, le calcul du pouvoir, c'est un peu celui-là, en fait. C'est-à-dire de donner à celui qui a plus d'éviter ce statut avec les honneurs et les moyens matériels qui l'accompagnent. Ces élections, vous savez très bien qu'elles ne sont même pas encore annoncées. Mais elles vont avoir lieu. N'en déplaise à M. Sirmakosso et à M. Bedel Baouna, elles n'ont pas été annoncées. Et donc, il est... Donc on ne peut pas spéculer. Ben, je ne vois pas comment on peut spéculer sur D'accord. quelque chose Mais- qui n'est pas. Voilà. Mais, par contre, il faut savoir qu'ils viennent de prendre le texte aujourd'hui. Si les textes d'application se sont faits à la date où nous sommes, mais il paraît tout à fait normal que l'avantage se trouve du côté de M. Parfait Kolela. Pourquoi vous voulez renvoyer la balle à Parfait Kolela alors que vous aussi pouvez bénéficier en fait de cette manne que propose aujourd'hui le pouvoir? C'est la générosité du palais, je vois là. Parce qu'il faut que ce soit un chef de parti, semble-t-il. Oui. Je n'ai pas lu le texte, donc il Non, faut non, que ce non, soit non. un chef de parti, mais il faut que ce soit celui... à 7-7, il y a match nul, alors on va... Président et vice-président, puisqu'on sait toujours faire des arrangements on ou va faire une trouver- présidence tournante. Il y a quelque chose... Non, mais attendez, on ne va pas nier non plus les faits récents. Il y a eu une élection présidentielle à laquelle nous avons participé. Je dirais même participé de bon cœur. Oui. Qui a donné des résultats, que ce soit les vrais ou ceux inventés par M. Sassou. Il donne un ordre. Et il n'y a qu'à respecter cet ordre-là. Et le jour où il y aura Non. les législatives, il y aura un autre ordre. Oui, oui. Alors, en attendant l'ordre des législatifs, je sais qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas vous prononcer par ça, puisque cela embête pas mal d'hommes politiques congolais, puisque ce cadeau que leur donne Sassou, personne ne veut aujourd'hui avouer que ça leur va bien, parce que jusqu'à maintenant, personne ne l'a dénoncé, ni vous, ni les autres, dire que cela est un frein ou cela va empêcher la démocratie de respirer normalement, parce que les avantages matériels sont tellement colossaux que personne ne veut bouder ce plaisir pour avoir et un budget de fonctionnement, plus une maison, des 4x4 et tout ce qui va avec. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut lire la chose. On le lirait Vous comment, faites là alors, une lecture qui est biaisée. Ah non, c'est une lecture normale, c'est la petite réalité. Vous faites là une lecture Mais biaisée. comment vous expliquez que personne dans l'opposition n'ait dénoncé ce texte?
parce que ça vous arrange. Non. Parce que ça arrange les leaders politiques, mais bien sûr. Non. Parce que d'autres points de la Constitution, vous les avez dénoncés. Quand on prend par exemple l'article 99 qui permet à Sassou de ne pas être jugé ou être extradé, vous l'avez dénoncé. Oui. Mais celui-là, personne ne l'a dénoncé. Le texte a été pris au Conseil des ministres il y a quelques jours, personne ne l'a dénoncé. Donc cela signifie quand même que l'opposition trouve son avantage dans ce type de texte. Je pense que la personne qui saurait mieux répondre à votre question, à l'instant où nous parlons, oui. Ça devrait être M. Boao qui est en tant que coordinateur du FROCAD, IDC et composante Mokoko. C'est lui qui est à la tête d'une très large partie de ce que nous appelons la majorité républicaine et donc de l'opposition. Mais s'il y avait quelqu'un qui devait dénoncer, ça devrait être lui. Mais Mokoko n'est pas chef du parti. Non. Il est chef d'une composante, comme vous dites, mais il n'est pas chef du non, parti. je ne parle pas de Mokoko, je parle de Boao. Oui, de Boao, pardon. En tant que coordonnateur, devait exprimer le sentiment de l'opposition et ne l'a pas exprimé. D'ailleurs, dernièrement, là, il venait de parler. Mais ça ne vous engage pas, vous, vos responsabilités. D'abord, vous, en tant que parti politique, je reprends, je sais que cette disposition vous arrange, c'est pour ça que vous renvoyez la balle à d'autres. Non. Bah, mais bien sûr. Non. Non, vous allez attendre la rentrée politique officielle de l'UPADS qui ne saurait tarder au Congo. Et si cette chose n'est pas dénoncée, alors nous en parlerons. Toujours dans l'entretien du jour, cette semaine, nous avons reçu M. Wabari Mariotti Joseph, ancien garde de Sceaux et ministre de la Justice de Pascal Lissouba. Il est aujourd'hui le représentant de l'IDC FROCAD en France et en Europe. Il est venu sur notre plateau plaider en faveur d'une amnistie générale au cas où Denis Sassou Nguesso convoquerait un dialogue inclusif. Monsieur Sassou, dans la situation de chef d'État où il a le pouvoir d'arrêter la guerre. Et c'est à son honneur. Et c'est un honneur d'ailleurs. Moi, je serai le premier à l'encourager. Je serai le premier à le féliciter s'il prend la décision solennelle d'arrêter les violences dans le pays. Alors, du côté du PCT, on estime que le dialogue politique que réclame l'opposition pourrait quasiment se transformer en un procès anti-Sassou, puisque aujourd'hui on ne connaît pas encore le contenu en fait de ce dialogue. Certains diraient que c'est peut-être le spectre en fait de la Convention nationale où Sassou serait mis au pilori et finalement renverser la table. Ça c'est le préjugé. Ça c'est le préjugé. Ça c'est la peur de ceux qui ont fait mal. Ça, c'est la peur de ceux qui ont fait mal, qui semble-t-il, qui estiment que si jamais la nation se retrouve pour parler, bon, ils auraient à répondre de beaucoup de choses. Ça, c'est l'attitude de celui qui a fait mal. Mais aujourd'hui, il peut y avoir une amnistie générale dans le pays. Aujourd'hui, il peut y avoir une espèce d'effacement des fautes à l'intérieur de la classe politique, d'effacement à l'intérieur de tous les acteurs politiques de la nation, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. L'amnistie au général peut arriver. C'est pour cela que je dis que M. Sassou aujourd'hui, dans l'état où il est, dans la position centrale qu'il tient, il peut rentrer dans l'histoire. Donc par l'arrêt des hostilités, il convoque un dialogue inclusif, la nation se retrouve, l'amnistie est faite, et puis on avance. Voilà, donc on comprend qu'aujourd'hui, en fait, par la peur, notamment de la justice internationale, puisqu'aujourd'hui, le Congo, vous l'avez entendu, vous-même, ancien ministre de la Justice, voudrait, par le biais d'une ministre qui a lancé cette démarche, sortir de la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Mais non, on n'a pas besoin de sortir de la CPI, mais le peuple peut amnistier. Le peuple peut amnistier ses dirigeants. Et c'est votre souhait? Oui, je suis pour que le peuple amnistie ses dirigeants au nom de l'intérêt général. Nous avons bien amnistié les dirigeants en 92, par la conférence nationale. Ça soit commis des crimes. Certainement plusieurs ont commis des crimes, mais tous ces crimes ont été effacés au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, je suis pour qu'il y ait une amnistie générale au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Bon, et c'est pas nécessaire que nous sortions de la CPI, parce que si la nation se retrouve
sur la base d'un compromis national, dans un dialogue inclusif qui n'exclut personne. La nation a le droit d'amnistier personne, et on reste membre de la CPI. On verra plus tard, ceux qui poseront des actes délictueux pourraient être traduits devant la CPI, mais dans le cas actuel, le Congo a besoin de se rassembler. Le Poul a des raisons de vivre comme il faut. Les enfants du Poul ont besoin d'aller à l'école. Le Poul a besoin de travailler, de continuer à travailler l'agriculture. C'est une région qui est une région qui alimente en produits alimentaires Brazzaville. Ce n'est plus le cas. Il faut craindre que d'ici là, avec le chemin de fer qui ne marche pas, avec le Poul qui ne produit plus, que nous redépendions de Kinshasa. Alors, il ne faut pas qu'une nation comme la nôtre dépende d'un pays déjà qui ne sait pas se nourrir. Toujours dans l'entretien du jour, nous avons reçu sur nos plateaux M. Gaylor Fortuné Poibou, M. Hérold de Jeune Maître et M. Antoine Page-Kioulou, membre du comité de soutien aux prisonniers politiques 242. Ils étaient là pour parler de deux jeunes actuellement incarcérés à Paris, Bram Mandela et Faye Monama, puisqu'ils sont accusés d'avoir incendié volontairement l'ambassade du Congo en France. C'est aussi l'occasion pour ce comité de soutien de plaider auprès de la diaspora afin d'apporter toute l'aide nécessaire aux prisonniers politiques, non seulement ici en France, mais aussi là-bas au Congo, Brazzaville. Suivons-les. Hérold Jeune Maître, dans cette action, vous étiez trois. Donc, vous êtes Hérold Jeune Maître. Il y a donc Bram Mandela et Faye Monama. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez d'eux? Ils se portent très bien, mes chers amis. J'ai de ces nouvelles grâce aux avocats. Donc pour le moment, comme je le dis, vu que la justice française fait son travail, je n'aimerais pas être tout exposé ici, mais en passant, je les salue et ils se portent bien. Voilà, ils se portent bien. Gaylor Poibou, vous qui êtes au contrôle et vérification. Alors concrètement, aujourd'hui, cet acte est revendiqué politiquement. Ces jeunes arrêtés ont besoin d'être accompagnés. Que fait le comité pour eux? En effet, le comité de soutien aux prisonniers politiques 242 est composé des membres venus de plusieurs structures de la diaspora, en l'occurrence les Assises du Congo, Kimpoanza, le CNRT, le Collectif Sassoufi, le Nouveau Congo, Oris, et voilà, il y a toute une panoplie, il y a eu et de nombreuses personnalités. Le 22 octobre s'est tenue une rencontre. Et au sortir de cette réunion-là, a vu le jour ce comité-là. Nous avons le doyen Guy Mafimba qui travaille en corrélation avec le président Mawawa des Assises pour les questions politiques liées à ce sujet. On a un coordinateur, le show contre la vérification. Il y a Madame Sadio Morel-Conté qui travaille sur des questions liées aux ONG et les OIG, donc les organisations non gouvernementales et les organisations intergouvernementales, pour des questions liées à ce problème. Antoine Page-Kioulou, comme vous avez su le dire, tout ce qui est social et autres, Andrea, Gombe et tout. Donc vous voyez que la quasi-totalité des intelligences de la diaspora se sont réunies afin de mener à bien ce problème-là. Aujourd'hui, nous avons saisi des avocats. Les avocats, ils travaillent. C'est le comité qui gère ça, hein? Bien sûr que oui. C'est le comité qui gère ce problème-là. On a la trésorière qui est Madame Mado. Ses coordonnées bancaires et autres se trouvent sur la page Prisonniers politiques 242. Donc il y a une page Facebook qui bien existe, sûr que oui. Où on peut trouver des nouvelles, voilà. Notamment des deux jeunes hommes qui sont actuellement détenus ici en France. Effectivement. On a mis en ligne aussi une pétition sur la page afin d'interpeller les autorités de ce pays suite à ce problème. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. C'est pourquoi nous interpellons les Congolais. On en appelle à la mobilisation sur ce problème-là parce que si nous nous sommes levés, on s'est levé pour le Congo et qu'ensemble on peut faire quelque chose. Si on ne se mobilise pas, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Et je tiens à remercier aussi les Congolais qui nous appellent de l'étranger, de la Corée du Sud, du Canada et autres,
et ça nous va droit au cœur. Voilà. Ça vous va droit au cœur. Antoine Page, le social, c'est vous, hein, on a bien compris, au sein de ce comité. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que ces jeunes, ils ont besoin de manger, ils ont des besoins, même s'ils sont en prison, ils ont des besoins. On n'est pas à la prison au Congo, ou on n'est pas même au Congo encore, il y a des besoins qu'il faut satisfaire. Comment ça se passe, vous, le comité? Quelle aide leur apportez-vous, notamment sur le plan social, Antoine Page? On a compris que sur le plan judiciaire, déjà, il y a des avocats qui gèrent les dossiers, et sur le plan social? Sur le plan social, c'est le même appel que nous lançons à tous nos compatriotes, à tous les amis de la lutte du peuple congolais. C'est-à-dire que tous se mobilisent pour apporter ce qu'ils peuvent apporter. Cela peut être des espèces sonnantes, des chèques, par le biais, du numéraire, par le biais du compte qu'on trouvera sur la page Facebook, prisonnier congolais 242, et aussi par des dons. Des dons de vêtements. Maintenant c'est l'hiver, si il y a des choses à donner, on peut donner, mais plus de l'argent. On a beaucoup plus besoin d'argent, parce qu'il faudrait mettre du carburant, par exemple, pour aller faire la tournée des différents lieux d'incarcération de nos camarades, pour leur apporter ce qu'il faut leur apporter. Voilà, mesdames, messieurs, Ziana Best of Week, c'est maintenant terminé. On va se quitter avec l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à Nozoko Kumungakoso pour les images. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Portez-vous bien et passez une très bonne semaine. Au revoir. Mon cher sire, disserter sur la politique congolaise menée par le président et son gouvernement au regard de la crise, il n'y a pas de crise, nous a-t-on dit, reste aujourd'hui une équation à plusieurs inconnus. Et pourtant, le malaise y est. Certes que les médias locaux brillent par un silence répressif et donc une pauvreté analytique de peur de rejoindre Mokoko et compagnie au Chéol. De la responsabilité des leaders et cadres dans l'affaire dite du pôle laisse dubitatifs les observateurs de la politique congolaise qui relèvent une rupture entre le politique et sa base d'une part et l'interventionnisme militaire de la préélection du président élu d'autre part. Toutes ces politiques entraînent une asphyxie de l'économie qui découle en une crise. Relevons qu'une analyse plus fouillée, un simple questionnement, un simple regard sur les faits montre une réalité bien différente de l'affirmation du chef de l'État dans sa capacité à résoudre la question du pôle. Comment explique-t-il le va-et-vient des militaires et blindés de la République, sans compter les chars et hélicoptères qui traquent et pilonnent la région? Est-ce nos hallucinations ou viennent-elles de notre imagination? Comment expliquer que les Congolais ne peuvent plus traverser le pôle en voiture, ni moins encore en train? Il n'y a pas de crise. Et que le couloir aérien contourne aussi le pôle. Pourtant, il n'y a toujours pas de crise, nous dit le président. En brisant le silence de dire, je le cite encore, qu'il n'y a pas de crise dans le pôle. Et dans la même déclaration, il y apporte sa contradiction en déclarant qu'il lançait un appel aux leaders du pôle et aux cadres du pôle. Dites-nous si on se trompe. La République a bien financé ces opérations militaires sans l'aval du Parlement. L'attaque du pôle et la traque de Toumi. Elle est la faute du bandit Toumi, non pas d'avoir été le cerveau des Koulouna, ou le leader du phénomène des bébés noirs, qui traumatise la population brazzavilloise. Nous nous interrogeons, et si son seul crime fut de ne vous avoir pas soutenu et préféré coller là? Vous l'avez ressenti comme un désaveu, donc un crime contre la laïcité. De ce déni de réalité est la principale caractéristique de la rupture tant vantée avant l'élection qui s'élabore. La complicité courante des leaders justifierait-elle le désengagement de l'État quant à la sécurisation du Congo tout entier? La durée d'une guerre que vous avez initiée et alimentée indique pourtant clairement qu'il y a un problème au pôle. De même, les revers subis par les FARC montrent de façon criante qu'il y a des violents combats dans notre pôle mère.
Il est temps de s'engager à l'arrêt total des massacres d'une population qui n'a de tort que d'être originaire de cette région. Alors examinons ensemble la paix, sinon l'injonction donnée au leader du pôle à qui vous accusez de jouer un double jeu, j'espère juste que vous ne vous défilez pas d'en être un expert en la matière. Vous dites qu'il vous ramène un Toumi pour le mettre aux arrêts, soit. Mais quel est son crime? Je ne savais pas aussi que les leaders et cadres du pôle faisaient dans le commando aux soldats du président aussi le légionnaire. Voici plus de 7 mois que vous le traquez. Est-ce là aussi un aveu d'impuissance? Avec tous les moyens humains, matériels, mus par la stratégie de nos généraux chantés pêle-mêle pour leur bravoure, n'ont point suffi pour mettre hors d'état de nuire celui qu'on nomme bandit. Devrions-nous avoir peur de notre sécurité nationale s'il advenait que le Congo soit attaqué par un pays ennemi? Voilà comment on arrive à s'interroger aussi sur le silence des leaders politiques congolais qui, de ces déclarations du président, ne sont pas montés au créneau pour rappeler au président des prérogatives que lui confère sa constitution qu'il a amendée. Nous constatons qu'ils ont bu les paroles du président comme une homélie du prêtre et ils n'ouvriront leur bouche que pour dire Amen. Chers leaders de l'opposition, ne nous dites pas silence, ici on travaille. Plus de 48 heures après la sortie provocatrice du peuple par le président, le désespoir reste de mise eu égard ce silence complice de l'opposition congolaise. Où est l'UPADES? Où est le mur? Où est le centre? Où est le MCDDI? Où est la CODEA du DC Frocade et famille? Alors rappelons cette citation de Blaise Pascal. L'envie d'avoir de l'esprit, le besoin de se faire entendre et l'embarras de n'avoir rien à dire sont 3 choses qui rendent ridicule l'être le plus important. Puisque le président veut associer l'opposition dans la traque de Ntoumi, comme Hérode, il veut la tête de Ntoumi sur un plateau. Complotons cela.